Bonjour. Aristote, rhétorique en 3 volumes. C'est du conflit de la rhétorique et de la sophistique qu'est née la philosophie. La rhétorique n'est ni un manuel de technique oratoire, ni un traité de figures de style, mais une discipline que Aristote veut réhabiliter. La proposition majeure de la pensée d'Aristote est que l'être se dit de manière multiple. L'enjeu de la rhétorique est le lien entre la parole et notre monde commun à hauteur de l'arrêté, l'excellence. La rhétorique est l'un des usages majeurs de l'usage de la parole. Le plaideur doit établir la réalité des faits, la gravité étant à l'appréciation des juges. Les bonnes lois laissent peu de latitude. Indéterminée dans son objet, la rhétorique est considérée par Platon comme un savoir-faire. Il refuse de la considérer comme science, épistémé, ni comme un savoir technique, techné. Gorgias, 465d, la rhétorique est à la dialectique ce que la cuisine est à la médecine. Réhabilitation aristotélicienne. Le rôle de la rhétorique est décisif pour tout ce qui intéresse la vie de la cité. Figure majeure du logo et de la théorie. La rhétorique est le savoir technique de la vraisemblance. Aristote accordant sa pleine dignité philosophique à cette dimension. Platon fait de l'éthos une dimension de l'âme susceptible d'être transformée et éduquée. Aristote est devenu le penseur de l'éthos dont il fait le nerf et le lieu crucial de sa pensée. L'enjeu du discours est la persuasion, obtenir de l'auditoire la confiance, le pistis, dimension éthique. L'orateur peut être dénué de bienveillance. L'éthique du discours guide l'idée de l'accomplissement, le souci. La manière du dire interroge le logos. L'excellence du discours tient d'abord et avant tout à la clarté qui ne signifie pas platitude, banalité ou faiblesse de style. Aller vers l'insolite qui sache éveiller et attiser la curiosité. La diction doit assurer le rythme de la parole. La métaphore est au cœur de la diction rhétorique. La métaphore donne à voir. Quand la parole est à sa justesse, la présence est à sa plénitude. Le langage opère un accomplissement grâce à la métaphore qui porte l'être à sa plénitude, mouvement du dire. La rhétorique est utile car le vrai et le juste, en vertu de leur être même, ont plus de force que leur contraire. Il est de la tâche de la rhétorique de distinguer ce qui est persuasif de ce qu'il est apparemment. L'orateur inspire confiance lorsqu'il fait référence aux gens de bien. Cette confiance doit naître du discours même. Le raisonnement vraisemblable est le syllogisme de la rhétorique, et l'exemple est le raisonnement inductif de la rhétorique. Le vraisemblable est ce qu'il advient de la manière la plus fréquente. Les formes de la rhétorique sont au nombre de 3, car il y a autant de sortes d'auditeurs. Le discours se compose de 3 éléments, l'orateur, le propos et le destinataire, et c'est lui la finalité. Il existe le discours délibératif, judiciaire et d'apparat. Il y a un temps propre à chacun. Pour la délibération, c'est l'avenir. Pour le judiciaire, l'advenu, et le présent pour l'apparat. La fin dans le délibératif, c'est l'utile ou le nocif. Dans le judiciaire, c'est le juste et l'injuste. Dans l'éloge et la critique, c'est le beau et le vil. S'agissant de la guerre et de la paix, il faut connaître les forces, les peuples, afin d'être en paix avec les plus forts et de pouvoir faire la guerre avec les plus faibles. Les hommes ont tous un but qui dicte leur choix et leur refus. Le bonheur est soit accomplir sa vie dans l'excellence morale, soit vivre de manière indépendante ou de manière très agréable, car on a la sécurité, une belle vieillesse. La réputation consiste à être considéré par tout le monde comme un homme de bien ou avoir quelque chose que tout le monde rêve d'avoir. En tout cas, ceux qui ont l'excellence morale et le discernement. L'excellence du corps, c'est la santé. La beauté vraie avec l'âge, la belle vieillesse, c'est de vieillir doucement et sans désagrément. L'ami est celui qui cherche à faire dans l'intérêt d'un autre ce qu'il considère comme un bien pour cet autre. Le bien est préférable en soi.
Le bien, c'est ceux qui donnent le bien-être et l'indépendance par sa présence. Le plaisir agréable est un bien, le bonheur préférable en soi ne suffit. Ce suffit et c'est lui qui guide la plupart de nos choix. L'ami est préférable en soi, la plupart des hommes aspirent au bien et c'est l'enjeu de leur combat. C'est aussi le louable car personne ne fait l'éloge de ce qui n'est pas bien. Un bien, c'est ce qu'on préfère. Ce qui est facile à réaliser, c'est ce que tout le monde a réussi à faire. Le bien est préférable en soi et non en vue d'autre chose. Le plus rare est un bien plus grand que l'abondant. Chaque science détermine la vérité qui lui est propre. Plus belles et plus hautes sont leurs matières, plus haut et plus belles en sont les sciences. Plus hautes et plus belles en sont les sciences. Et décisif pour bien conseiller et persuader, c'est de connaître les traits majeurs de chacun, les institutions, les intérêts. En démocratie, c'est un tirage au sort qui attribue les magistratures. Dans l'oligarchie, ce sont les revenus. Dans l'aristocratie, c'est l'éducation qui repose sur la loi transmise. Persuader relève d'une dimension éthique, car la confiance que nous accordons à l'orateur dépend de sa disposition éthique. Il peut se montrer ayant de l'excellence ou de la bienveillance amicale. Le beau est ce qui est préférable en soi, donc louable en soi. L'excellence est nécessairement belle. Ses composantes sont la justice, le courage, la tempérance, la magnificence et la grandeur d'âme, la générosité, la sérénité, le discernement et la sagesse. Les plus importantes de ces qualités sont celles utiles aux autres. Mépris des lois, lâcheté, des règlements, avarice, médiocrité, petitesse et mesquinerie sont leurs contraires. Et beau ce dont le prix est l'honneur plutôt que l'argent, ce qui relève d'un choix qu'on ne fait pas pour soi-même, ce qui est bien en son être même. La peur nous affecte quand il y va des biens qui touchent à notre réputation. Ce qui est particulier à chaque peuple est beau. À Lacédémone, il est beau d'avoir les cheveux longs, c'est le signe d'un homme libre. Il n'est pas difficile de faire l'éloge d'Athènes devant les Athéniens, disait Socrate. Le beau est ce qui répond à ce qui se doit et digne du passé. L'éloge est un discours qui met en lumière la grandeur d'une qualité d'excellence. Le bonheur englobe l'excellence. Le bienheureux relève de l'éloge et du panégyrique, l'apologie. Agir volontairement, c'est agir en connaissance de cause et sans contrainte. L'homme déréglé fera du tort. C'est un plaisir agréable de se débarrasser de ce qui est désagréable. Relève du hasard ce qui survient sans que la cause en soit déterminée. Ce qui relève de l'être des choses est ce qui a sa cause en soi et qui a sa logique. La contrainte est ce qu'on fait sans l'avoir désiré. Le familier et le coutumier font partie des plaisirs agréables, car bien des choses qui ne sont pas en elles-mêmes un plaisir agréable se font avec plaisir lorsqu'on les fait par habitude. Tout ce qu'on fait de soi-même est un bien, ou paraît être un bien. Et Vénus de Paros, tout ce à quoi la nécessité contraint est un poids. Tout désir inné est agréable, car le désir aspire à l'agréable. Euripide, comme il est agréable une fois tiré d'affaire de se rappeler les difficultés. Homère, après coup l'homme se réjouit même de ses souffrances. Il est agréable de ne pas avoir de mal à subir. Personne ne se met en colère contre celui dont il paraît impossible de tirer vengeance. La colère est moindre contre ceux qui n'ont plus de puissance, qui ont plus de puissance que nous. Il est agréable d'obtenir la vengeance, de même la victoire. Les honneurs et la réputation sont agréables. L'ami est agréable. Être admiré et même apprécié est agréable. Il est agréable de faire souvent la même chose. Tout ce qui est intermittent est agréable. Apprendre et admirer est agréable, car dans admirer, il y a désirer apprendre. L'admirable est désirable. Dans apprendre, il y a revenir à son être même. Faire du bien ou bénéficier d'un bienfait est agréable comme obtenir ce qu'on désire. Avoir le pouvoir, passer pour un homme sage est agréable. Il est agréable d'exercer l'activité dans laquelle chacun se pense le meilleur. Le désagréable relève du contraire. Pour les chefs d'accusation, on ne risque pas d'être découvert quand on ne correspond pas. L'homme pauvre et laid, accusé d'adultère, le chétif, accusé de coups et blessures. Il y a ceux qui peuvent bénéficier d'une indulgence, échappant à la justice ou corrompant les juges. Ceux condamnés à une amende, quand diffère le paiement.
qui en diffèrent, le piment. Ceux qui sont dans le besoin, qui manquent du nécessaire pour les pauvres ou du superflu pour les riches. Les victimes sont ceux qui possèdent ce qui nous manque. Ce sont aussi ceux qui ne prennent aucune précaution, les insouciants, proie facile comme les Mysiens, peuple dont la gentillesse proverbiale était synonyme de simplicité naïve. Ceux qui reconnaissent avoir commis un délit ne reconnaissent pas sa qualification, on a pris mais pas à voler. Un délit est d'autant plus grand qu'est grande l'injustice dont il procède. La gravité se juge à la mesure du préjudice. La rhétorique est là pour permettre de juger. L'orateur inspire confiance dans le discernement, l'excellence et la bienveillance. Le mépris porte à sa pleine expression ce qu'on pense de ce qui n'a manifestement aucune valeur. Dans l'offense, il y a de l'irrespect, et qui manque de respect méprise, car on n'a pas de respect pour ce qui n'a pas de valeur, ni en bien ni en mal. On est en colère quand ce qui arrive est à l'opposé de ce qu'on attendait, car ce qui est contre toute attente est plus désagréable. Colère contre ceux qui nous méprisent ou montrent aucune gratitude. Se mettre en colère est le contraire de se rasséréner, le contraire de la sérénité. La sérénité est le retour au calme et l'apaisement de la colère. On est serein dans le jeu, le rire, une fête, un bon jour, dans la réussite, dans la réalisation d'un désir et dans l'espoir. Pour rasséréner les auditeurs, il faut donc se mettre dans ces dispositions. On aime bien ceux qui aiment beaucoup leurs amis et qui ne les laissent pas choir. La colère naît des affronts personnels. Les hommes sont insensibles aux situations périlleuses, s'ils n'ont pas l'expérience ou s'ils ont les moyens d'y faire face. La honte est un désagrément suite à la perte de la réputation, de sa réputation, déshonneur et réprobation. Aussi quand on porte le poids d'actions et d'affaires éhontées dont nous sommes responsables. La compassion est un sentiment désagréable. À la compassion répond l'indignation. S'indigner, c'est trouver désagréable une réussite manifestement imméritée. Le proverbe « même le potier jalouse le potier ». On a du dédain pour les gens qui sont le contraire, car le contraire de l'émulation, c'est le dédain. Les jeunes sont bouillants, impulsifs et enclins à la colère, ils obéissent à la passion. Pittakos, s'adressant à Amphiaraos, l'argent n'intéresse pas les jeunes, car ils n'en ont pas encore éprouvé le besoin. Ils sont sans méchanceté dans l'agir, ils préfèrent le beau à l'utile, car leur vie est plus affaire d'éthique que de calcul. L'affaire du calcul, c'est l'utile, et celle de l'excellence, c'est le beau. Ils aiment leurs amis, car ils ont de la joie à vivre en commun. Les erreurs sont dans l'excès et la frénésie. Tout ce qu'ils font, ils le font trop, Chilon. Ils aiment trop, ils détestent trop. Pour les gens âgés, c'est l'opposé. Ils ont l'âme petite, car ils ont été rabaissés par la vie. D'avance, ils ont peur de tout. Ils s'aiment eux-mêmes plus qu'il en font. Il en faut. Lâcheté, passion, anémie et leur désir éteint. Les jeunes sont débordants et les âgés poltrons. Le corps atteint sa maturité à 30-35 ans, l'âme vers 49 ans. Être noble, c'est avoir l'excellence de sa famille. Avoir de la noblesse, c'est ne pas dégénérer de son être même. Les riches cèdent à la démesure et au sentiment de supériorité. Ils sont comme s'ils possédaient tous les biens. On dirait que l'argent peut tout acheter. Entre les nouveaux riches et les anciens, il y a une différence de disposition éthique. Les nouveaux riches ont tous les défauts des anciens, mais en pire, car la richesse du nouveau riche est une richesse sans éducation. Une origine noble consiste à rendre encore plus ambitieux celui qui en a le titre. Le pouvoir a des traits communs avec la richesse. La chance nous met dans une excellente disposition éthique. Quand on fait un discours qui cherche à persuader, le but est de produire un jugement. Celui qu'il s'agit de persuader est toujours un juge. Les moyens communs sont l'exemple et le raisonnement. L'exemple est une induction, un point de départ. Citer des faits réels ou raconter une histoire, parabole ou fable, le discours socratique est une parabole. Tirer au sort le pilote du navire, comme les magistrats, et tirer au sort les athlètes. Les fables conviennent au discours devant le peuple. Si on a des raisonnements vraisemblables, il faut se servir des exemples comme des témoignages. Euripide, tout homme doué de bon sens ne doit jamais former ses enfants à une trop haute sagesse.
Simonide, pour un homme, le meilleur bien, c'est la santé. Généraliser ce qui n'a pas de valeur générale convient surtout lorsque le ton est à l'indignation et à la dramatisation. Il faut parler par maxime pour aller contre les clichés, comme les formules rien de trop, etc. Les maximes sont d'un grand secours pour l'orateur, car les auditeurs sont des gens primaires. L'art de la maxime donne au discours une dimension éthique. Celui qui énonce une maxime fait connaître sur un plan général ce que sont ses préférences. L'orateur ne doit pas argumenter en se fondant sur les opinions, mais en partant de points de vue bien définis, comme ceux des gens qu'il respecte, en prenant compte les faits réels qu'on développe, accusations et défenses, tirés d'une bonne action des relations réciproques. Diomédon, si vous n'avez pas honte de les vendre, nous n'avons pas honte de les acheter. Tirer avantage de la considération du temps, l'argument avancé contre soi peut être retourné contre son auteur. Il faut avoir affaire à un homme qu'on estime plutôt capable d'un délit. Prendre le bon usage des mots, polysémie pour argumenter, procéder de la division, utiliser un jugement déjà formulé sur un cas identique ou opposé, ou s'appuyer sur les conséquences pour louer ou critiquer, déduire le rapport analogique entre deux termes. Iphicrate, on voulait astreindre son fils de grande taille au service. Il dit alors que les hommes de petite taille sont des enfants, la grande taille n'étant plus alors le prétexte. Pour réfuter, examiner tous les points sur lesquels il y a désaccord, accuser ou défendre en partant des erreurs commises. S'il est déshonorant de ne pas avoir de chien, dire qu'être un chien est clairement un honneur. L'orateur, par réunir le séparé et séparer le réuni. Construire ou renverser une argumentation par l'exagération. Assigner une cause qui n'en est pas une. Amplifier et minorer ne sont pas des éléments constitutifs du raisonnement vraisemblable. Le jeu d'acteur est dans la voix. Le discours ne doit pas donner une impression d'artifice, il doit paraître aller de soi. Le diminutif est ce qui atténue le mal et le bien. Aristophane se moque de l'argent en disant « argentelé ». La tournure par épithète, sueur humide plutôt que sueur. La tournure poétique rend ridicule et froid. La comparaison est utile à condition d'être rare. La diction commence par une bonne langue. Bon usage des outils de liaison, user des termes à dire. L'écrit doit être facile à dire et à lire, user d'une définition plutôt qu'un mot. Ne pas lier les mots, mais les laisser indépendants. L'orateur doit d'avance savoir se restreindre lui-même. Périclès demandait la destruction d'Égine, le pu de Pirée, du Pirée. La métaphore se crée à partir d'éléments apparentés. La finesse vient de la feinte ajoutée à la métaphore. Théodore, dire les choses d'une manière neuve. L'écrit est la diction qui a le plus de précision. L'hyperbole est dans la bouche d'un homme âgé. Démontrer ce qui a été présenté, éclairer la finalité du discours. Rendre les auditeurs attentifs est un objectif. L'attention est plus grande au début. Amener l'auditeur à croire qu'il a sa part d'éloge, sa famille et son activité. Lever les soupçons défavorables, prendre des références symboliques, introduire dans la narration tout ce qui fait valoir l'excellence de l'orateur, avoir une dimension éthique. Posez-vous d'emblée comme un homme bien précis. Le discours devant le peuple est plus difficile que devant le tribunal, le premier se faisant dans l'avenir et l'autre dans l'advenu. L'orateur doit faire parler quelqu'un d'autre que lui pour éviter les jalousies. On questionne quand on veut montrer que l'adversaire se contredit. Détruire le sérieux des adversaires par le rire et le rire par le sérieux. À la fin du discours, j'ai parlé, vous avez entendu, vous connaissez l'affaire, à vous de juger. Merci.